l'Université Laval, le syndicat des professeurs de l'Université Laval et l'Association des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval inscrits aux études supérieures sont fiers de vous présenter les meilleurs moments d'une conférence enregistrée à l'Université Laval le 8 avril 1999, la nouvelle niche écologique humaine, l'espace. 3 invités vous proposent leur réflexion. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique assez actuelle. Cette thématique, c'est sur la question de la colonisation de l'espace. Avec tout le développement de l'appareillage spatial et la compétition tangible entre les diverses nations, il apparaît légitime de s'interroger sur la possibilité de coloniser l'espace. Dans cette veine, est-il humainement possible de vivre dans l'espace, d'y développer une présence humaine durable? L'espace est-il un lieu vivable? C'est la question qu'on se pose. Cette question, en fait, et l'ensemble de tout ce que ça sous-tend, vont être développés dans un premier temps par nos 3 conférenciers ici présents que je vais tout de suite présenter. Je vous demanderai de les applaudir très fort quand même parce qu'ils sont venus de très loin. Hugues Gilbert qui est à l'extrême gauche, je n'ai pas dit qu'il est... Hugues Gilbert est ingénieur à l'Agence spatiale canadienne. Ingénieur diplômé de l'Université Laval, Hugues Gilbert travaille à l'Agence spatiale canadienne depuis près de 10 ans. Il a occupé diverses fonctions, tant dans le domaine de l'ingénierie que dans celui de la gestion corporative. Il est présentement directeur du développement stratégique et s'emploie à définir les priorités et programmes de l'Agence spatiale pour l'entrée dans le prochain millénaire. Hugues Gilbert, donc. Serge Pinault, qui est ici à côté de moi, est un homme du sérail, comme on dit. Après des études, il est physicien à l'Université Laval. Après des études universitaires en astronomie qui l'ont conduit à l'Université de Toronto, puis à l'Université de Cambridge, en Grande-Bretagne, pour un postdoctorat, Serge Pinault fait son entrée à l'Université Laval en 1982. Aujourd'hui, professeur, titulaire du département de physique, il s'intéresse aux étoiles compactes, aux trous noirs, à l'impact des étoiles massives sur le milieu interstellaire et à la radioastronomie. Applaudissez-le, s'il vous plaît, très fort. Merci. Hubert Reeves, qui est astrophysicien, qui nous vient de la France. Hubert Reeves est astrophysicien de renommée internationale. Hubert Reeves a poursuivi ses études universitaires à l'Université de Montréal, à l'Université McGill et à l'Université Cornell, Ithaca, dans l'État de New York. Apprécié et sollicité de toutes parts, on en sait quelque chose. On n'a pas pu l'avoir, ça a été difficile. Il enseigne un peu partout dans le monde. Il multiplie les conférences et il récolte plusieurs distinctions importantes. C'est un humaniste, philosophe, scientifique et écologiste réputé qui a acquis la reconnaissance du monde scientifique partout sur le globe. Son dévouement à la vulgarisation scientifique fait de lui quelqu'un de très connu et estimé du grand public. Hubert Reeves. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Hugues Gilbert, qui va nous donner le point de vue de l'ingénieur. Ensuite, Serge Pinault va nous donner le point de vue du physicien. Et à la fin, on aura Hubert Reeves qui va nous donner le point de vue de l'astrophilosophe. Ou philosophe, en tout cas. On se comprend. Alors, sans plus tarder, monsieur Gilbert. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais préciser que on a dit en introduction que le monde spatial et surtout la conquête de l'univers, si je puis dire, mettait en compétition les diverses nations qui sont relativement avancées dans le domaine spatial. Et ce qu'on a noté depuis, et c'est très, très clair avec des projets comme celui de la Station spatiale, ce qu'on a noté depuis, surtout depuis la fin de la guerre froide, c'est que le spatial qui traditionnellement
avant donc le début des années 90. Le spatial qui était un outil à toutes fins utiles de propagande politique chez les grandes puissances, les États-Unis et l'URSS de l'époque, pour ne pas les nommer, est tranquillement devenu un outil de collaboration, de coopération internationale. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que vous avez aujourd'hui un projet comme celui de la Station spatiale internationale, dont les 2 premiers modules ont été lancés en novembre et en décembre dernier, dont le prochain module à être assemblé va être lancé au mois de mai, avec à son bord l'astronaute québécoise Julie Payette. Donc, ce projet-là, maintenant, implique non seulement les États-Unis, le Canada, les pays de l'Agence spatiale européenne et le Japon, qui étaient les partenaires originaux du projet quand on a lancé ce projet-là au milieu des années 80, mais inclut aussi la Russie. Alors, on voit que graduellement, ces projets-là, des projets de cette ampleur-là, sont devenus finalement des projets unificateurs, si je puis dire, au lieu d'être des projets servant à prouver la supériorité d'un système politique. Alors, c'est une donnée très marquante de la nouvelle façon dont les programmes spatiaux à travers le monde fonctionnent. Et on voit cette coopération-là non seulement dans des grands projets comme celui-là, qui sont évidemment très visibles à l'échelle de la planète, mais à travers toute une kyrielle de plus petits projets où on voit de plus en plus les agences spatiales à travers le monde collaborer sur le même projet et avec les mêmes objectifs scientifiques et parfois aussi de développement technologique. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est différent et c'est là pour rester, c'est clair. Ceci étant dit, pour se rapprocher un peu plus de la question, à savoir s'il est possible, dans un premier temps, d'établir des colonies dans l'espace, question qui fascine l'humanité depuis des siècles, finalement. Je dirais que c'est, à l'heure actuelle, que c'est techniquement faisable, mais économiquement irréalisable. Et je m'explique, on dispose actuellement de la technologie de base nécessaire pour établir une présence humaine relativement permanente dans l'espace. Il y a des concepts qui ont été mis, à tout le moins, sur papier. Et le principal problème que vous avez quand vous allez dans l'espace, c'est pour nous, êtres humains, et pour tous les organismes vivants du reste, c'est le fait que vous êtes, la plupart du temps, si vous êtes en orbite dans la navette ou dans la station spatiale, par exemple, que vous êtes dans un environnement de microgravité. Et je reviendrai un peu plus tard et on va en reparler aussi de ce que ça veut dire, ça, d'être en microgravité, de ce que ça veut dire d'être dans un milieu, dans un environnement spatial pour les organismes vivants. Mais enfin, pour l'instant, la façon de contrer ça et de nous permettre, nous, êtres vivants, de rester dans un environnement comme celui-là sur une longue échelle, ce serait de créer artificiellement un environnement de gravité normale. Ce que vous ressentez ici, quand vous êtes assis, vous ressentez la gravité normale, la gravité, ce qu'on appelle 1G, une fois la gravité. Alors, ce serait de trouver le moyen de recréer cette gravité-là dans l'espace. Et comme je le disais, il y a des concepts qui ont été mis sur papier où vous auriez un vaisseau spatial immense, un peu comme ceux qu'on a vus dans 2001, qui essentiellement, avec la rotation de votre vaisseau spatial, pourrait créer cette gravité artificielle dont on aurait besoin. Donc, on dispose présentement de la technologie ou des outils technologiques nécessaires pour arriver à cela, mais ce seraient des projets qui auraient des coûts absolument astronomiques, si je peux dire, et que les gouvernements peuvent tout simplement pas assumer. Et ce à quoi on travaille, en fait, présentement, parce que c'est clair que c'est là où on s'en va.
du moins quand je dis on, les agences spatiales à travers le monde. On est en train, comme je le disais, d'établir une station spatiale en orbite autour de la Terre. On est en train de préparer les futures missions vers Mars, missions dans un premier temps robotiques, mais d'ici une vingtaine d'années, il est fort probable qu'il y ait des êtres humains qui débarquent sur Mars. Donc, c'est pas si loin que ça et on a la technologie pour faire ça. Donc, ce à quoi on s'emploie présentement, c'est d'améliorer la technologie existante pour nous permettre de pouvoir réaliser ces projets-là sur une base économiquement faisable. Pour prendre quelques exemples, on travaille sur des systèmes de propulsion. Présentement, les systèmes de propulsion conventionnels qu'on a pour la plupart des vaisseaux spatiaux, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais nous donnent ce qu'on appelle une poussée spécifique d'environ 300 secondes pour ceux qui ont des connaissances à ce niveau-là. Ce que ça veut dire, simplement, c'est qu'une livre de carburant va vous donner une livre de poussée pendant 1 seconde. C'est ce que ça veut dire, une poussée spécifique d'1 seconde, c'est ce que ça veut dire. Donc, les carburants dont on dispose présentement nous donnent une poussée spécifique de 300 secondes environ. Et en développement ce qu'on appelle des moteurs à ions et d'autres technologies beaucoup plus avancées, on est en train de développer des propulseurs, des moteurs qui vont nous permettre d'avoir des poussées spécifiques de l'ordre de 5000 à 6000 secondes. Donc, quelque chose d'environ 20 fois supérieur, 20 fois plus performant que la technologie existante présentement. Il y a aussi tous les travaux qu'on fait pour protéger les êtres humains ou les êtres vivants qui seraient dans de tels vaisseaux spatials. Monsieur Pinault va revenir un peu là-dessus, sur la protection nécessaire contre les radiations qu'on retrouve dans l'espace, qui sont très néfastes et en fait mortelles pour les organismes vivants. Mais je vais laisser M. Pinault élaborer là-dessus. Et ce qui est très important, en fait, et beaucoup de nos efforts de recherche et développement sont axés vers cela, c'est tout le développement de l'appareillage nécessaire pour ce qu'on appelle le support à la vie, finalement. Évidemment, quand vous allez dans la navette spatiale pendant 2 semaines, vous pouvez facilement apporter tout l'eau, toute la nourriture dont vous avez besoin, sans qu'il soit nécessaire de recycler cette matière première-là, essentielle à la vie. Alors, mais quand on parle de mission vers Mars, on parle de missions qui dureraient un peu plus d'1 an. Et quand on parle, évidemment, à plus long terme, de présence permanente d'êtres humains et d'êtres vivants dans l'espace et de sortie, et là je vois vraiment plusieurs centaines d'années à l'avant, de sortie du système solaire et d'équipage finalement qui embarquerait sur un vaisseau spatial pour ne jamais revenir finalement. Il va être nécessaire de développer les systèmes requis pour recycler, finalement, avoir un cycle fermé à bord de ces vaisseaux spatiaux-là. On a déjà, vous avez probablement vu au cours des dernières années, il y a des essais ou des projets qui ont eu comme, je pense à Biosphère, qui a eu un certain succès à ce niveau-là, où on a finalement créé une espèce d'un micro-environnement où des êtres humains sont restés finalement encloisonnés dans cet environnement-là pendant plusieurs mois et tout était recyclé, que ce soit l'eau, que ce soit l'oxygène dont on a besoin pour respirer, pour vivre, la nourriture et tout. Donc, c'est vraiment des systèmes autonomes. Évidemment, des projets comme Biosphère étaient faits à travers, à l'aide d'édifices qui étaient assez considérables. Et quand on va essayer de rentrer tout cela dans un espace qui va être, de la taille probablement si je peux dire, de quelques autobus scolaires, ça va poser certains problèmes.
Alors, on est en train de développer ces technologies-là pour nous permettre justement des voyages économiquement à long terme. Je parlais tout à l'heure de l'adaptation du corps humain et des organismes vivants dans un environnement de microgravité. C'est un domaine dans lequel on travaille beaucoup. Surtout en préparation pour les équipages d'astronautes qui vont habiter la station spatiale pendant des périodes de plusieurs mois. Évidemment, les Russes ou l'URSS, et maintenant la station est russe, la station Mir est en orbite depuis plusieurs années. Vous avez des cosmonautes soviétiques qui ont demeuré à bord de cette station-là pendant plusieurs mois. On en parlait tout à l'heure lors au lunch. Celui qui est resté le plus longtemps à bord de Mir sans redescendre, un cosmonaute qui s'appelle Polyakov, est resté 14 mois en orbite autour de la Terre. Donc, 14 mois dans un environnement de microgravité où il n'avait pas à se soucier de la gravité, où son corps n'avait pas à se soucier de la gravité. Et pour ceux qui ont vu les images de ce cosmonaute-là, quand il est revenu sur Terre et quand il est sorti de la capsule, il n'était pas en condition physique excellente, disons. Il n'aurait pas été capable de courir un marathon tout de suite en sortant de la capsule. Et ce qui arrive, en fait, dans un environnement de microgravité, c'est que vous avez pu, étant donné l'absence de gravité, votre corps, votre organisme s'adapte très, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on peut le penser, à cet environnement-là. Quand vous n'avez plus de gravité, vous n'avez plus besoin d'une structure osseuse, d'un squelette aussi fort, aussi rigide que ce que vous avez présentement. Donc, votre masse osseuse va se détériorer très rapidement. On pense souvent que le squelette, que les os sont finalement comme une charpente métallique qu'on a à l'intérieur du corps et que tout ça est relativement stable, mais les os, comme les autres organismes de notre corps, sont vivants. Et très rapidement, quand vous êtes dans un milieu de microgravité, votre masse osseuse va diminuer. Je parlais de Polyakov qui est resté 14 mois dans la station Mir. Il avait perdu au retour 25 % de sa masse osseuse. Alors, ceux qui ont des connaissances à ce niveau-là peuvent comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Vous perdez aussi de votre masse musculaire, en particulier votre système cardiovasculaire n'a plus besoin de travailler aussi fort quand vous êtes assis dans la salle où votre cœur doit pomper le sang et doit lutter contre la gravité pour pomper le sang à travers l'organisme. Quand vous n'avez plus de gravité, votre cœur n'a plus à pomper ce sang avec autant de vigueur. Donc, le cœur, qui est un muscle, va s'atrophier très rapidement aussi. Et on note ça même chez les astronautes qui passent à peine 2 semaines dans la navette spatiale. On note déjà une détérioration je ne dirais pas considérable, mais enfin significative de ces fonctions-là. Alors, c'est le genre d'avancée qui nous pousse maintenant et qui va nous amener éventuellement à ces voyages prolongés et éventuellement dans plusieurs décennies ou même centaines d'années, à des voyages permanents, en fait, à avoir des équipages, comme je le disais tout à l'heure, qui vont partir et qui vont rester dans l'espace, et qui vont se reproduire finalement dans l'espace. Donc, l'espace, ces vaisseaux spatiaux-là vont vraiment devenir finalement une nouvelle planète à toutes fins utiles ou un nouvel environnement, un nouvel écosystème où les êtres vivants vont pouvoir vivre et se reproduire. Donc, c'est dans la direction où on va. Et je vais laisser maintenant M. Pinault élaborer un peu sur ce que ça représente de vivre d'une façon prolongée dans un environnement extérieur à la coquille feutrée qu'on a ici sur la Terre. Merci. Bonjour. Je vais donner ici un point de vue qui va être très différent, et c'est ce qui est beau. Je pense qu'ici, on va avoir des points de vue très complémentaires. Mon point de vue, ça va être celui d'un astrophysicien autant que d'un physicien.
Et les échelles de temps et de distance, vous allez voir, vont être assez considérables. Et je veux insister sur le fait que je ne vais pas parler de science-fiction. Ce que je vais discuter, ce sont des choses que l'on connaît. Je vais parler un petit peu des aspects humains, ce que l'astrophysique nous dit à propos des voyages dans l'espace. Et je vais parler beaucoup plus de l'aspect pratique de voyager dans l'univers. Je me définis un petit peu comme un rêveur optimisto-réaliste. Donc, voyez mes commentaires dans ce style-là. Les aspects biologiques humains, je pense que je pourrais peut-être résumer très rapidement en disant que si on regarde l'environnement de la Terre, on a vraiment un environnement qui est douillet. En fait, c'est un environnement qui a été fait sur mesure et c'est littéral parce que la vie a façonné l'atmosphère que l'on connaît. L'espace, donc, c'est un environnement très hostile. Qu'est-ce que l'astrophysique nous dit? Pourquoi est-ce que la Terre est si merveilleuse? J'ai identifié 4 facteurs, il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais 4 facteurs qui sont évidents. La gravité, on en a parlé tout à l'heure, la gravité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. En fait, on est tellement mal préparé sans la gravité qu'on pourrait presque imaginer qu'une pieuvre voyagerait mieux dans l'espace qu'un animal avec un squelette. Il manque à la pieuvre probablement ce qu'on a dans la tête ici. L'atmosphère de la Terre, très importante, il y a de l'ozone, il y a un champ magnétique terrestre et on vit dans un système où il y a une étoile qui a un vent solaire. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Il y a dans le cosmos, et on fait partie du cosmos, des rayonnements qui sont nocifs pour le développement de la vie. Je pense aux rayonnements ultraviolets. Les rayons cosmiques peuvent être produits par des étoiles qui explosent, des rayons X, des rayons gamma. Alors, la combinaison d'atmosphère avec l'ozone, le champ magnétique et tout ça, ça nous met à l'abri de tous ces rayons qui peuvent être très nocifs. Alors, dès qu'on va quitter le système solaire, dès qu'on va quitter notre Terre, on va s'exposer à tous ces rayonnements-là qui peuvent être essentiellement très nocifs. Quand on regarde ça, on pourrait peut-être se dire qu'il faudrait être fou pour vouloir quitter la Terre. Et jusqu'à un certain point, il y a peut-être des gens qui vont dire oui, mais je pense que de toute façon, on va le faire. Et M. Reeves va donner les raisons pratiques et autres pour lesquelles ça devra se faire. Les aspects pratiques ou techniques. J'ai essayé de diviser les étapes probables de la colonisation. Je vais utiliser de l'exploration de l'espace. Le mot colonisation a une petite connotation qui n'est pas très plaisante. J'ai divisé ça en 3 étapes et pour vous donner une petite idée, j'ai choisi des termes que l'on pourrait appliquer à l'exploration de la Terre. Donc, imaginez que je vais parler de la galaxie plutôt que de la Terre, mais je vais utiliser des termes terrestres. Et les 3 étapes que j'ai imaginées, c'est une étape qui serait du camping. L'autre étape, ça serait la visite du pays. Et la dernière étape, la visite des continents. Le camping. Bon, vous savez que si vous faites du camping, il y a toujours un dépanneur qui n'est pas très loin. Il y a une sécurité. C'est vraiment... On est vraiment plutôt à l'aise. Vous devinez que le camping, c'est l'exploration du système solaire. Je vais parler très peu de l'exploration du système solaire, mais c'est évidemment la première étape où on va, en fait, explorer des nouvelles technologies et mettre au point des systèmes qui vont nous permettre de voyager plus loin que le système solaire. C'est une étape qui est absolument essentielle. On ne peut tout simplement pas s'en passer. On parlait tout à l'heure du genre de vaisseau qu'on pourrait avoir. Il y a eu des gens qui ont pensé à ça. On a imaginé des cylindres, des grands cylindres. Et quand je parle des grands cylindres, je parle de cylindres qui pourraient faire quelques kilomètres de long et peut-être 1 kilomètre de rayon. Et le cylindre en rotation imiterait la gravité. Bien sûr, ce serait l'énergie solaire qui serait la source d'énergie. Il faudrait se protéger des rayons ultraviolets, des rayons cosmiques, mais ça peut se faire probablement relativement facilement. Et la technologie est probablement déjà là, et c'est une question justement de ressources, entre autres financières, économiques. Avant de passer à l'autre étape, qui est la visite du pays, on peut peut-être se poser la question combien de temps est-ce que ça va prendre? Et honnêtement, là-dessus, j'ai absolument aucune idée. Je pense que personne ne pourrait le dire, mais on peut peut-être dire 50 ans. 50 ans, 100 ans, c'est pratique. Vous ne serez pas ici pour dire que j'ai parlé de 50 ans ou 100 ans. Mais c'est probablement assez réaliste également comme chiffre. D'ici à 50 ou 100 ans, c'est évident qu'il va y avoir de nouvelles technologies. Ça se développe régulièrement. Est-ce qu'il y aura de la nouvelle physique? C'est impossible de le dire, bien sûr. Est-ce qu'il y aura de la nouvelle physique applicable à l'espace? C'est peut-être plus difficile. C'est facile de dire que maintenant, on a essentiellement découvert toutes les lois importantes, mais ça, on peut évidemment ne pas le dire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que même avec les lois de la physique telles qu'on les connaît maintenant,
On peut déjà envisager sur une base purement physique, non nécessairement technologique, bien sûr, de voyager. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'en fait, on pourrait aller aux confins de l'univers si on avait la technologie et en utilisant uniquement les lois de la physique que l'on connaît maintenant. La deuxième étape, la visite du pays. Pour visiter un pays, vous partez en voiture. Voiture à cheval, une voiture, une corvette, ça n'a pas d'importance. Vous laissez déjà des choses derrière vous. C'est l'étape de l'exploration des étoiles proches. Pour vous donner une idée, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc, à la vitesse de la lumière, ça prendrait 4 ans. Voyager à la vitesse de la lumière, il n'y a personne qui voit ça encore comme quelque chose de possible. Et même dans 50 ans, je ne croirais pas que ce soit possible. Par contre, les gens ont déjà envisagé, avec des technologies déjà existantes ou déjà que l'on pourra améliorer en faisant des suppositions raisonnables, que l'on pourrait voyager à 1 % de la vitesse de la lumière. Pour vous donner une idée, la lumière fait le tour de la Terre 9 fois en une seconde. Donc, voyager à 1 % de la vitesse de la lumière, ça serait prendre 10 secondes pour faire le tour de la Terre. Donc, c'est vite. Malheureusement, les distances cosmiques sont énormes. Et je vous donne ici comme exemple, si on voulait aller à Alpha du Centaure à 4 années-lumière, ça prendrait 400 ans. Donc, c'est évident qu'à partir du moment où on quitte notre système solaire, il faut soit envisager des choses draconiennes comme l'hibernation, technique que l'on ne connaît toujours pas, ou accepter le fait que les gens vont partir et que ce sera plusieurs générations qui feront le voyage. Mais c'est long. Est-ce qu'en cours de route, on va trouver des planètes habitables? Si on va à la première étoile, la réponse est certainement non. Donc, il faudra vraiment vivre dans notre petite colonie spatiale. Ça, c'est pour les gens qui sont aventuriers. Il y en aura, c'est à peu près sûr. Troisième étape, visite des continents. Là, on laisse la voiture, on prend le Concorde. Dans la galaxie, ça correspond à quoi? Ça correspond à visiter la galaxie. Est-ce que c'est possible? Ici, je vais faire un petit cours de relativité 101. Et j'insiste pour dire que tout ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose de solide et qui est confirmé expérimentalement. La relativité nous dit que la vitesse de la lumière est la vitesse limite. Si on voyage à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, ce qui se passe, c'est que le temps mesuré dans le vaisseau spatial et le temps mesuré sur Terre, ces deux temps-là sont différents. Et je vous donne un exemple. Si je voyageais à 99,5 % de la vitesse de la lumière, c'est très, très vite, vous vous en doutez. Si je voyageais à 99,5 % de la vitesse de la lumière, dans mon vaisseau, le temps se déroulerait 10 fois plus lentement que sur Terre. Donc, vous pouvez imaginer que si vous allez à une distance de 10 années-lumière, telle que mesurée sur Terre, vous allez vieillir d'1 an. Donc, c'est déjà très avantageux. Et ça, c'est scientifiquement établi. Il y a des particules, des rayons cosmiques qui se désintègrent, on calcule la durée de vie, etc. Et c'est prouvé, ce n'est pas de la science-fiction. Je vais vous donner 2 exemples. Bien sûr, ici, pour atteindre une vitesse de 99,5 % de la vitesse de la lumière, la technologie actuelle n'est pas valable. Je vais prendre 2 exemples qui sont extrêmes, mais qui sont encore des exemples qui sont du domaine du réel. Si on pouvait trouver une façon de transformer la matière en énergie, ça se fait régulièrement. La nature le fait, c'est ce qu'on appelle la désintégration de paires de particules. Prenez une particule, son antiparticule, on trouve ça dans les accélérateurs de particules. Lorsque la particule et l'antiparticule se rejoignent, elles se désintègrent et il y a de l'énergie qui apparaît. Supposons qu'on puisse éventuellement réussir à harnacher cette forme d'énergie-là. Et probablement que... Ici, on parle d'une période de siècles maintenant. Allez pas dire ça à vos enfants, ça ne se fera pas durant votre vie ou durant leur vie à eux. Mais 2 ou 3 siècles dans la vie de l'humanité, c'est court. Donc, on peut présumer que ça va se faire. Alors, je prends 2 exemples ici. On suppose qu'on a développé la technique de voyage avec matière-antimatière et que c'est 100% efficace. C'est pour rendre les calculs plus simples. OK? Et je prends 2 exemples. Supposons que vous avez décidé de faire un voyage, de vous payer un voyage, et vous voulez faire le voyage en moins de 100 ans, parce que c'est votre espérance de vie. Et vous allez voyager à une vitesse qui va être telle que le temps s'écoule à 99,5 % de la vitesse de la lumière. Donc, le temps dans votre vaisseau spatial s'écoulera 10 fois plus lentement. Ça veut dire que vous pouvez aller visiter, vous rendre jusqu'à 500 années-lumière à partir de la Terre. C'est déjà pas trop mal, parce que dans ce volume-là, vous avez à peu près 20 millions d'étoiles. Là, ça devient vraiment intéressant. Parce que 20 millions d'étoiles, il y a sûrement des étoiles qui vont avoir des systèmes planétaires. Est-ce qu'il y aura des systèmes planétaires avec des atmosphères comme on a sur Terre? Ça serait
douteux, mais ce n'est pas impossible. Autre point important, c'est un point technique. Vous pouvez également vous dire, c'est beau, je vais voyager à 99,5 % de la vitesse de lumière. J'insiste encore pour vous dire que ce sont des chiffres tout à fait corrects. D'accord? Il n'y a que la technologie qui manque. La science, derrière tout ça, elle est valable. Pour vous rendre à 500 années-lumière et revenir, ça va vous prendre 200 000 fois, mettons 1 million, à peu près 1 million de fois plus de carburant que la charge utile de votre vaisseau spatial. Là, on commence à regarder c'est quoi les difficultés de voyager en dehors du système solaire. Donc, vous voyagez à 99,5 % de la vitesse de la lumière, vous avez fait des cours de physique, vous savez qu'il y a des rayons cosmiques qui sont nocifs pour le corps humain. À cette vitesse-là, vous frappez un atome qui est immobile dans le milieu interstellaire. C'est comme si l'atome arrivait sur vous avec une vitesse qui est pratiquement la vitesse de la lumière. On appelle ça un rayon cosmique. Si vous calculez, et c'est fait dans des livres, je pourrais vous donner les références, si vous calculez l'énergie et le flux de rayons cosmiques qui vont frapper votre vaisseau spatial, vous trouvez un flux qui est 300 fois plus grand que ce qu'on retrouve près des accélérateurs moyens qu'on a sur Terre. Et dites-vous que les accélérateurs que l'on a sur Terre, et c'est des chiffres qui datent de 20 ans, donc il faudrait probablement augmenter tout ça un petit peu maintenant. Pour protéger les gens qui travaillent près de ces accélérateurs-là, on a des murs de 3 à 4 mètres de béton de fer. Donc, vous voyez que votre vaisseau spatial, si vous voulez apporter 10 000 personnes, ce n'est pas 10 000 fois 100 kilos, 70 kilos, disons, que ça vous prend. Ça vous prend énormément de béton, etc. Mais là, je vous donne tout simplement les chiffres. En passant, on parlait tout à l'heure de poussée, de système de propulsion. Il faut abandonner la possibilité de voyager sur des distances cosmiques à partir de carburants chimiques. Le calcul a été fait également. Et pour le petit problème que je viens de vous donner, ça prendrait plus que la masse de l'univers connu sous forme de carburant pour vous propulser et atteindre une vitesse de 99,5 % de la vitesse de la lumière. Tout ça, c'est vrai, j'insiste. Maintenant, l'ultime. Donc, voyager à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, c'est idéal. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ça a été imaginé dans des livres de physique. En supposant que la technologie existe et que vous développez un système et que vous accélérez avec une accélération de 1G, c'est-à-dire l'accélération équivalente à la gravité. Et la question qu'on pose, c'est si vous vouliez vous rendre au centre de la galaxie qui se situe à 30 000 années-lumière. 30 000 années-lumière, ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, ça prendrait 30 000 ans, tel que mesuré sur Terre. Mais là, vous êtes dans un vaisseau spatial que vous allez accélérer constamment, vous accélérez jusqu'à mi-chemin, ensuite vous décélérez de la même façon. Les calculs que n'importe quel étudiant de physique qui a pris mon cours et les autres personnes qui donnent le cours de relativité restreinte, ces étudiants-là vont vous dire que le temps qui va se passer dans la fusée, ça va être 21 ans, plutôt que 30 000 ans. Et je ne vous donne pas la quantité de carburant que ça prend, c'est astronomique, vous vous en doutez. Ce que j'aimerais ajouter, ce qui se passe, bien sûr, c'est que comme vous accélérez constamment, vous atteignez des vitesses qui sont toujours de plus en plus proches de la vitesse de la lumière. Et plus vous voyagez à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, moins le temps s'écoule rapidement dans votre référentiel. Et c'est ça le truc. C'est qu'au début, le temps passe relativement vite, mais dès que vous avez une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, votre horloge ralentit considérablement. Un chiffre que j'ai quelque part, je pense que pour atteindre la limite de l'univers visible connu maintenant, ça prendrait à peu près 50 ans. Bon, je vais arrêter ici, mais je vais rajouter quelques commentaires. Donc, la question d'investissement dans la colonisation de l'espace, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on doit le faire pour des raisons de temps, d'énergie, de sous, finalement? Je pense que la première chose à faire, serait peut-être de penser, une petite plug écologiste ici, penser à sauver notre planète pour se donner plus de temps. Et peut-être... Hubert va parler beaucoup plus de ça, j'en suis persuadé tout à l'heure. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Deuxième chose, je pense que c'est important de vouloir voyager dans l'univers et je pense qu'on va le faire. C'est pratiquement impossible d'imaginer que ça ne se fera pas, à moins qu'on se fasse sauter en l'air, bien sûr. Par contre, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans voyager? Et la réponse est oui. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas investir toute notre énergie, toutes nos ressources à vouloir voyager.
Parce qu'il faut se dire que ce qu'on a appris de l'univers maintenant, et c'est énorme, surtout dans les 100 dernières années, on l'a appris en étant essentiellement dans notre salon. L'analogie que je pourrais faire, ce serait, mettons que vous voulez apprendre beaucoup de choses sur les gens, leur façon de vivre sur la Terre. La façon maintenant raisonnable de faire ça, c'est de rentrer sur Internet et de prendre les adresses électroniques des gens et de communiquer avec eux. L'autre façon, c'est d'acheter des billets d'avion et d'aller les voir. C'est évident que de prendre l'avion, aller voir les gens, on voit des choses différentes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas oublier qu'on peut, de façon active, en utilisant des méthodes que je dirais passives, tout simplement écouter ce qui nous arrive du cosmos et apprendre beaucoup de choses. Et ça peut vouloir dire, éventuellement, peut-être détecter des signaux de civilisation extraterrestre, mais là, c'est vraiment un domaine qui nous amènerait très loin. Et je termine en disant que, donc, pour ce qui est de la colonisation, il faut y penser. Je pense que la première étape, ce que j'appelais le camping, c'est on est en train de le faire. C'est excitant, je pense, de se dire qu'on est déjà en train de faire cette étape-là. Et cette étape-là va prendre du temps. La deuxième étape que j'avais donnée, qui était la visite du pays dans des fusées à 1 % de la vitesse de la lumière, moi, je pense que cette étape-là, on va peut-être pouvoir la sauter. Ça va nous prendre probablement 50, 100 ans à apprivoiser le système solaire à l'extérieur de notre environnement terrestre. Et d'ici 100 ans, j'ai confiance que peut-être on pourra voyager à des vitesses relativement élevées. Et en fait, jusqu'à un certain point, c'est presque la relativité. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. En voyageant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule de façon différente. Le seul problème, bien sûr, c'est que si vous allez à la galaxie et que vous revenez, 40 ans plus tard, sur Terre, il y a 60 000 ans qui se sont passés. C'est un petit peu embêtant. Par contre, je pense qu'on va éventuellement apprendre à se détacher de notre planète, à voyager. Et finalement, l'univers va être notre nouvelle planète. Et à ce moment-là, il n'y aura aucune raison de revenir. Et je pense que la relativité, à ce moment-là, ça a été conçu, en fait, pour permettre à l'être humain de voyager. Et l'être humain, peut-être un jour, pourra voir tout l'univers visible. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Je termine ici, mais j'insiste sur le fait que la relativité, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science, c'est établi. Et les seuls problèmes, et ils sont énormes, vous vous en doutez, derrière tout ce que je vous ai donné, surtout les derniers chiffres, ce sont évidemment les problèmes de technologie. Mais on a tous vu que la technologie évolue très rapidement et je pense que en étant optimiste, je pense qu'éventuellement, on devrait développer cette technologie-là. Merci. Oui, je voudrais commencer par faire un... Est-ce que vous entendez bien d'abord, jusqu'à l'arrière? Merci. Faire une petite rétrospective historique. Souvent, l'histoire nous enseigne des choses. Ce n'est pas nécessairement le meilleur guide, mais c'est souvent commode de regarder le passé. L'humanité, d'après ce qu'on nous dit, les hominiens sont nés quelque part en Afrique il y a à peu près 2 millions d'années. Et progressivement, au cours des centaines de milliers, des millions d'années qui ont suivi, ils ont progressivement émigré sur toute la planète à pied. Ça, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Là, on ne parle pas de vitesse de la lumière. À pied, la Terre a été progressivement intégrée dans le patrimoine humain. On voit maintenant des traces de gens on a retrouvé récemment des traces de gens en Indonésie à des périodes qui sont bien avant la période où on commence à avoir des moyens de transport qui sont même les chevaux. Donc, on peut dire ceci, il y a, et ça se comprend, les besoins de nourriture, l'expansion de la population, il y a ce besoin d'aller ailleurs pour trouver de nouveaux territoires. Et c'est dans ce cadre que se pose la question, qui est la question titre de ce colloque, l'espace est-il notre future niche écologique? Alors, pour ça, je voudrais développer 2 points importants. D'une part, que vraisemblablement, mais personne n'est prophète, vraisemblablement ça se fera. Je veux dire, quelqu'un qui affirmerait que ça ne se fera pas, je dirais, tu prends beaucoup de risques et tu as beaucoup de chances d'être dans l'erreur si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, ce mouvement naturel de l'humanité. Bien sûr, là, nous arrivons comme devant un océan, mais les êtres humains ont rencontré des océans, les ont traversés. L'océan, c'est celui dont nous a parlé tout à l'heure Serge, c'est celui de l'espace, mais les technologies progressent, on l'a vu tout à l'heure dans le premier discours. Rappelez-vous que nos grands-parents voyageaient à 50 km
à l'heure, la vitesse des chevaux, nos arrière-grands-parents maintenant, et qu'aujourd'hui, on a des fusées qui font 50 000 km à l'heure. Donc, on est passé d'un facteur 50 à 50 000 en un siècle. Donc, on serait très imprudent d'affirmer que non, ça va s'arrêter là, nous sommes enfermés sur notre cocon. Mais la question se pose déjà depuis longtemps, et en particulier le physicien Enrico Fermi, à qui on parlait de cette question. On disait, est-ce qu'il y a des civilisations extérieures? Est-ce que nous pourrons les rencontrer? Est-ce qu'il y a une vie à l'échelle de la galaxie? Il répondait par cette phrase très simple, « Où sont-ils? Je ne les vois pas. » Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est quelque chose qui nous a fait réfléchir beaucoup après. Si nous, un jour, nous développons la possibilité d'aller visiter d'autres planètes, si nous ne sommes pas la seule planète habitée, si nous ne sommes pas la seule civilisation, si les civilisations ont pu commencer, certaines bien avant nous, peut-être bien après nous, alors comment se fait-il que des gens qui auraient quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'avance sur nous ne sont pas venus chez nous? C'est ce que disait Fermi. Je ne les vois pas autour de moi. Les rapports d'extraterrestres, comme vous savez, de soucoupes volantes sont quand même suffisamment peu crédibles pour qu'on les prenne vraiment au sérieux. Nous n'avons pas de preuves de vraies, véritables visites d'extraterrestres crédibles et même de signaux extraterrestres nous venant de l'espace qui nous montreraient qu'il y a d'autres civilisations, d'autres mondes habités. Et Fermi proposait plusieurs réponses à cette question. Une des réponses, c'est nous sommes seuls. Est-ce qu'il y a d'autres vies dans l'univers, ou est-ce que, comme on l'a cru jusqu'au début du siècle, la vie est un phénomène tellement extraordinairement improbable qui demande des conditions tellement invraisemblables que par je ne sais quel hasard, nous sommes ici et qu'il faut bien se pincer tous les matins pour s'assurer que nous existons vraiment. Bon, ça, c'était une solution qui était populaire au début du siècle, qui l'est de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs grandes découvertes qui ont été faites pendant ce siècle qui montrent que la vie prend beaucoup plus de formes qu'on ne le croyait, qu'elle est beaucoup plus robuste qu'on ne le croyait et qu'elle peut tirer parti de situations très différentes de celles que l'on croyait. Jusqu'au début du siècle, on pensait à la vie comme un phénomène chimiquement relié à l'oxygène, à l'oxydation de l'oxygène, au carbone, au gaz carbonique, oxygène. Depuis, on a trouvé deux formes de vie différentes qui ne sont pas reliées directement au carbone comme mode de prise d'énergie et qui n'ont pas besoin directement du soleil. La première, ce sont les cheminées sous-marines, les volcans sous-marins où on voit d'énormes colonies d'animaux de formes invraisemblables qui, eux, ne voient jamais le soleil, il fait noir en permanence, et qui utilisent le soufre. C'est des chimies à base de soufre. Ces vapeurs qui sortent de la Terre sont des vapeurs soufrées et l'oxydation du soufre leur donne leur énergie. Deuxième forme de vie qu'on a trouvée encore plus récemment, ce sont des vies dans les strates géologiques. On a montré qu'il y a des vies bactériennes qui existent jusqu'à plusieurs kilomètres sous terre, qui n'ont pas de soleil non plus, qui utilisent, elles, l'oxydation du fer, un petit peu comme quand le fer rouille. Ça donne de l'énergie. Et donc, on a élargi l'ampleur des possibilités de vie. Et tout ça nous a amené à l'idée que la vie peut être beaucoup plus variée, peut se développer dans des conditions plus différentes de celles qu'on pensait, ce qui donne du poids, évidemment, à cette robustesse et à cette universalité de la vie. Mais là est arrivé un autre phénomène encore plus intéressant, jusqu'à un certain point, qui est quelque chose qu'on peut appeler un vieux terme que les physiciens n'aimaient pas beaucoup, mais qui commence à revenir, ce qu'on appelle la panspermie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'on a découvert il y a quelques années, au pôle Sud, des météorites dont on sait qu'elles viennent de Mars. Nous avons toute raison, toute preuve de penser qu'elles viennent de Mars parce que Mars a été frappé par une météorite et puis il y a eu des éclats de la planète qui ont volé comme au moment où les météorites frappent la Terre. Certains de ces éclats se mettent en orbite et finalement se sont retrouvés sur la Terre. Bon, on a bien montré que dans ces météorites, on avait cru trouver des formes de vie. Bon, maintenant, on n'y croit pas, c'était un peu une fausse nouvelle, mais l'idée est restée. On se dit, nous recevons des météorites venant de la Lune, des météorites de Mars,
Vraisemblablement, Mars reçoit aussi des météorites venant de la Terre. Vraisemblablement, il y a un échange de cailloux. Les planètes ne sont pas ces mondes isolés que l'on pensait. Et de surcroît, cette découverte de la vie dans les strates géologiques a montré aussi l'existence de ces bactéries qui peuvent entrer, ce qu'on appelle en dormance. Hibernation, on appelle le mot dormance plutôt, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester complètement inactifs pendant des périodes très longues, on parle de millions d'années. Alors tout d'un coup, ça relance l'idée que la vie dans le système solaire n'est pas nécessairement née sur la Terre, peut être née sur une autre planète, ou des formes de vie nées sur la Terre se sont répandues de cette façon par ces échanges de météorites. Et cette idée, donc, il y a ce jeu de billard entre les différentes planètes, rend la possibilité que la vie ne soit pas uniquement sur la Terre, qu'elle soit universelle, qu'il y a eu, en d'autres mots, une colonisation microbienne vraisemblablement à l'échelle planétaire et peut-être même, avec toutes les difficultés, mais on a quand même eu le temps, on a des milliards d'années, à l'échelle stellaire et galactique. Donc il y a cette première idée que la vie, non seulement n'est pas si invraisemblable qu'on le pensait, mais que même si sa formation à partir d'atomes biologiques inertes est quelque chose d'invraisemblable, que quand elle est formée, elle peut peut-être s'échanger, se propager. Ce sont des idées assez nouvelles qui maintenant prennent du poids dans la tête des scientifiques, cette idée donc de la panspermie, la Terre peut échanger avec les autres planètes et peut-être a-t-elle échangé avec les autres étoiles. Alors pourquoi, maintenant revenons à la question de Fermi. Fermi disait, mais alors, pourquoi est-ce que s'il avait su, Fermi acceptait comme réponse, peut-être nous sommes seuls. Et après tout, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas de signaux. Mais maintenant, si on lui disait, le pauvre, il est mort depuis assez longtemps, mais si on lui mettait en contact avec ces nouvelles, il reposerait l'autre question, et la même question, et il arriverait à sa seconde réponse, qui est celle qui est dans un certain sens la plus dramatique et celle à laquelle nous sommes confrontés, c'est que, imaginons une civilisation, imaginons une planète sur laquelle la vie se développe, et vraisemblablement, la logistique de la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire manger et ne pas être mangé, là, il y a donc une sélection naturelle, une évolution qui se fait dans un sens d'efficacité, et on arrive vraisemblablement, plausiblement, rien de cela n'est certain, mais ce n'est pas totalement de la science-fiction, on est plutôt dans le domaine du plausible, on arrive à un point où on se dit, vraisemblablement, dans ces planètes se seront développés des êtres intelligents, peut-être pas des hommes, peut-être une autre forme animale, mais qui aura acquis l'intelligence, parce que l'intelligence est aussi une faculté d'adaptation. Si vous ne voulez pas être mangé et manger, il vaut mieux être intelligent que de ne pas être intelligent. Et donc, ils auront découvert la technologie et ils auront découvert ce que nous connaissons aujourd'hui, la science, et en même temps, se seront développés deux éléments qui sont un petit peu contradictoires. Un d'entre eux étant la capacité, l'envie, le désir, la mise au point de technologie qui nous amènerait à aller visiter d'autres planètes, mais en même temps la détérioration qu'introduit le développement industriel. Détérioration nucléaire, puisque nous avons vécu pendant une trentaine d'années dans une véritable terreur nucléaire, pendant laquelle on s'attendait à tout instant, on aurait pu avoir une guerre nucléaire qui aurait détruit tout le monde, y compris les cosmonautes, donc qui aurait complètement effacé la possibilité de voyage dans l'espace. Bon, aujourd'hui, ce scénario n'est plus... il n'y a plus de scénario vraisemblable d'une guerre mondiale, même aujourd'hui avec ce qui se passe en Yougoslavie et avec Milosevic, et on ne voit quand même pas que cela se détériore en une guerre mondiale. Mais si ce scénario technologique, évidemment, la guerre nucléaire, c'est le développement de la technologie. L'autre scénario, qui est celui de la détérioration de la planète, au contraire, se poursuit très vite. Et là, c'est là que nous retrouvons cette dimension écologique dont on a parlé. Non seulement on doit penser, il faut envisager, bien sûr, la possibilité d'aller visiter d'autres planètes, mais il faut aussi surtout s'assurer qu'il y aura des gens pour le faire. Et ça, c'est une course en avant qui va se décider
dans les décennies à venir, c'est-à-dire la survie de la vie sur la Terre est quelque chose qui va se décider, je pense, d'ici un siècle. Peut-être pour le oui, peut-être pour le non, personne ne peut savoir. Mais une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, notre planète est en danger et que ce serait une mauvaise idée de dire, puisque notre planète est en danger, allons ailleurs. C'est-à-dire, la planète est trop pleine, nous allons émigrer. Il y a souvent ce désir qui est exprimé, l'exploration spatiale, l'espace futur niche écologique, c'est parce qu'on a bien salopé notre planète et que maintenant, on va aller vers d'autres territoires. Ça, c'est une idée à laquelle il faut s'opposer, parce qu'il est évident que si nous n'apprenons pas à garder notre planète en ordre, nous ferons exactement ailleurs, la même chose ailleurs. Les problèmes que rencontre l'humanité, qui sont ces problèmes de coexistence avec sa puissance, d'épuisement des ressources, de ressources qui ne sont pas infinies, seront exactement les problèmes qui se reposeront si nous allons ailleurs et peut-être avec une ampleur plus grande, mais toujours avec cette limite, aucune ressource n'est infinie. Si la population croît continuellement, nous allons retrouver le même problème. Aujourd'hui déjà, heureusement, il y a un début de solution dans le fait que la population semble saturée. On semble se diriger vers 10 milliards de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards. On pense que vers l'an 2050, la population devrait atteindre 10 milliards. Et le grand problème, c'est est-ce qu'on peut faire vivre 10 milliards de personnes sur notre planète sans la détériorer irrémédiablement? Ça, c'est le problème majeur de l'humanité aujourd'hui. Si nous allons vers d'autres planètes, le problème va se reposer aussi rapidement. Les croissances de population vont continuer, on aura le même problème. Et donc, en ce sens, je pense que, je vais terminer là-dessus, imaginons qu'on fasse une inspection de la galaxie. Imaginons qu'on ait un de tes vaisseaux dont tu parles qui va à 99% de la vitesse de la lumière et qu'on aille faire une inspection de toutes les planètes qui ont été habitées ou qui sont encore habitées. Je crois qu'on trouverait deux cas de figure. On trouverait un cas de figure où on aurait des planètes encore vertes, avec des habitants qui se développeraient, qui continueraient à faire des quantités de choses. Et on trouverait l'autre cas de figure, ce sont les planètes dont les habitants n'ont pas su de contrôler leur propre puissance, qui l'ont détériorée complètement et sur lesquelles on trouverait quoi? On trouverait des débris toxiques et radioactifs de ces humains ou ces êtres intelligents qui n'ont pas subi l'examen de passage de la nature qui est, êtes-vous capable de vivre avec votre propre puissance? Donc je voudrais terminer là-dessus. L'exploration, je pense, de l'espace est quelque chose qui va vraisemblablement se poursuivre à plus ou moins long terme, augmentation des capacités technologiques, question du temps dont tu as parlé. Toutes ces questions font que personne ne peut aujourd'hui dire si, en espérant que dans 1000 ans, les terriens ont résolu leurs problèmes de cohabitation chez eux, personne ne peut dire si dans 10 000 ans, on aura les voyages interplanétaires, interstellaires, interplanétaires, ça existe déjà, interstellaires, intergalactiques n'existeront pas et ne seront pas monnaie courante. Voilà, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter, mais cela ne pourra se faire que si la planète apprend à vivre avec ses limites, avec ses pulsions, avec ses passions, etc., etc. Voilà, merci. Vu le peu de temps que nous avons, je vous demanderai pour la période des questions d'être très concis. Vous avez 2 micros là au milieu. Vous vous déplacez, vous venez rapidement poser votre question. S'il vous plaît, pas de commentaires, des questions. Voilà, rapidement. On a vraiment très peu de temps. Merci, monsieur, allez-y. Excuse, une petite question, peut-être un petit peu flyée. Où en est présentement, où en est la recherche sur ce qu'on pourrait appeler l'antigravité? Et 2, est-ce que vous avez entendu parler d'un de vos collègues qui s'appelle M. Petit, qui a fait des conférences ici à l'Université Laval il y a quelques années, qui semble avoir travaillé à l'Institut national de recherche scientifique en France, le CNRS, et il semble-t-il avait développé certaines théories sur l'antigravité qui avaient donné beaucoup de polémiques à ce niveau-là. Merci.
Bon, je dois vous dire tout de suite que je connais les travaux de Jean-Pierre Petit. Je crois que ne perdez pas votre temps. Ça, c'est mon opinion et l'opinion de la très grande majorité des astrophysiciens qui s'y connaissent. Ça n'a pas de réelle valeur scientifique. Alors, l'autre question de l'antigravité, bon, c'est revenu en fait tout à fait à l'ordre du jour depuis que, si on appelle antigravité, une force qui est répulsive entre les corps plutôt que attractive. La gravité, c'est attractive. L'antigravité serait répulsive. On a effectivement apparemment mis au point, découvert l'existence d'une telle force. Ça s'appelle dans le contexte de la cosmologie la constante cosmologique, mais ça joue effectivement ce rôle-là. C'est une force extrêmement faible et qui ne joue que sur des très grandes distances. Elle joue sur des distances de milliards d'années-lumière. Elle ne joue absolument pas à notre échelle. Allez-y, monsieur. Ça m'amène à ma question, justement. Vous avez mentionné, je crois, qu'on pourrait aller sur Mars prochainement. Alors, quel est notre intérêt à aller sur Mars prochainement? Est-ce que c'est seulement un défi technologique ou est-ce qu'on a quelque chose d'autre à gagner aussi qui pourrait nous servir ici même sur la Terre? Ben, en ce qui a trait au vol habité, évidemment, bon, tout le monde a vu, il y a quoi maintenant, 2 ans, la sonde Sojourner qui a, j'allais dire atterri, mais c'est pas, est-ce qu'on peut atterrir sur Mars? Qui est allé sur Mars, et pour l'instant, ce sont des missions robotisées. Les prochaines missions d'ici 7 ans, ou en fait 5 ans, notre objectif, et quand je dis notre objectif, c'est l'objectif de la communauté internationale, c'est de ramener des échantillons de sol martien pour pouvoir étudier la composition du sol martien, pour pouvoir... Bon, il y a différentes hypothèses qui ont été émises, à savoir s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. M. Reeves y faisait référence tout à l'heure, des fragments de météorites qu'on a trouvés sur Terre qui, on pense, pourraient provenir de Mars et qui, selon des analyses préliminaires, peuvent nous donner à penser ou à croire qu'on peut voir des traces de vie dans ces fragments de météorites-là. Alors, le but, c'est vraiment d'aller, de poursuivre l'exploration à ce niveau-là. En ce qui a trait au vol habité, Mars est vu comme le prochain pas, si vous voulez. On est allé sur la Lune il y a maintenant près de 30 ans. La prochaine grande étape, c'est la station spatiale, la station habitée de façon relativement permanente. Et le prochain grand pas, pour nous amener éventuellement à des missions plus loin, plus complexes et plus autonomes, si je peux dire, c'est d'aller sur Mars. Alors, ça s'inscrit dans ce continuum-là dont parlait M. Reeves tout à l'heure. Vous demanderez peut-être de vous lever, d'applaudir très fort ces messieurs qui viennent de loin pour nous entretenir de